Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Oui. Merci d'être présents dès ce matin. Alors, je pense que vous avez, comme nous, été un petit peu bloqués dans les bouchons tellement qu'on est nombreux à venir à ces amphis. Je tiens encore à vous féliciter de votre nombre, de votre présence, du bénévolat. On est à plus de 400 bénévoles, plus de 4000 préinscrits, parce qu'on verra à la fin les chiffres finaux, mais 4000 qui ont payé leur place sur le site et tout. Donc voilà, c'est un grand événement de rentrée. Et il y a très peu, en fait, on est le seul mouvement politique qui peut faire une démonstration aussi forte avec autant de conférences et avec notamment un parcours spécifique sur les municipales dont cette conférence fait partie. Cette conférence que j'ai eu moi beaucoup de plaisir à préparer durant l'été qui traite du féminisme communal. Et en fait, le féminisme communal, c'est un peu comme aujourd'hui parler de, je sais pas, j'allais dire écosocialisme, mais pas du tout, mais enfin, c'est un nouveau concept qu'on peut travailler et c'est une ficelle, vous allez le voir tout au long de cette conférence, qu'on tire sans jamais s'arrêter tellement qu'il y a de sujets qui touchent au féminisme communal. Notamment, il y a du vent, ça va être super. On peut le traiter sur les questions de la représentativité des femmes, évidemment, mais on peut aussi traiter sur la question de la présence des politiques publiques en direction des familles, de l'enfance. Enfin, on va le voir tout au long de la conférence, parce que les femmes, elles ont aussi un impact sur la gestion des politiques et de leur mise en œuvre concrètement dans l'espace local, à l'échelon communal, mais aussi, bon ça on pourra en parler plus tard, à l'échelle notamment de l'Assemblée nationale. Et un des exemples qui est assez récent et qui est victorieux, c'est notamment la constitutionnalisation de l'IVG. Ça, c'est national. Mais du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur les municipales parce que, vous le savez, enfin, je ne vous l'apprends pas, mais l'année prochaine, il se passe quelque chose. Les élections municipales de 2026 qui vont être un moment où on va pouvoir analyser, regarder en face, questionner la mise en pratique concrète des politiques de la représentativité. Et là, c'est clair qu'il faut se dire entre nous que la démocratie locale, ça reste quand même un club d'hommes blancs assez âgés où les femmes ne sont pas aussi bien représentées qu'elles le devraient. Donc là, on va questionner ça entre nous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que y a les premières lois parité, elles datent de y a 20 ans. Et donc, elles touchaient les femmes. Et en particulier, elle disait qu'il faut plus de représentativité. Mais dans les femmes qui ont été représentées, il y a 20 ans, c'était pas les femmes précaires, c'était pas les femmes racisées, c'est encore un public qui est mis à l'écart, à la fois à l'échelon local, mais aussi national. Ce constat, du coup, il doit pas susciter entre nous insoumis un fatalisme, mais au contraire puiser en nous les capacités du changement populaire qu'on a envie de faire advenir. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette conférence aujourd'hui et que moi, je trouve en tout cas très très pertinente en tant que députée, en tant que femme, en tant que militante. Donc, qu'est-ce qu'on entend par féminisme communal ? Le féminisme communal, c'est l'art de faire de la commune un bastion de justice sociale, un territoire d'émancipation et un levier concret contre le patriarcat. Ça, c'est clair et on le sait bien. C'est aussi, le féminisme communal, repenser la ville comme un espace à partager, pas à conquérir, où les politiques publiques ne sont pas neutres, mais orientées vers l'égalité réelle. Et c'est aussi mettre l'expérience des femmes, notamment les plus précaires, au service des priorités et des politiques municipales. Donc là, on peut interroger les politiques municipales, vous le savez comme moi, c'est la question à la fois du logement, la question de faire ville ensemble, c'est la question des déplacements des uns et des autres dans la ville, c'est la question des transports publics, c'est la question de la sécurité également, et c'est aussi la question de la petite enfance ou de la lutte contre les violences. Donc le féminisme communal, c'est revendiquer que la démocratie locale ne soit complète à partir du moment où elle s'intéresse à la moitié de la population et aux femmes. Donc le féminisme communal, c'est construire des communes qui sont résolument féministes et inclusives, qui sont des chevilles ouvrières de l'égalité et de l'émancipation de chacune et de chacun. Il faut qu'on regarde un peu ensemble, concrètement, avant de parler de féminisme communal, quelle est la réalité de la place des femmes en politique. Les femmes, elles sont quand même massivement encore aujourd'hui écartées des lieux de décision, notamment de l'échelon local. Et pour vous donner un exemple, en 2020, elles représentaient 42% des conseillères municipales, mais seulement 19% des maires. Donc déjà là, on sent qu'il y a une forme de fatalisme parce qu'elles sont élues, mais derrière, elles n'ont pas la prise de pouvoir. Et elles sont à l'évidence écartées donc, des fonctions de responsabilité. Et notamment, sinon, elles sont adjointes à des fonctions qui vont être celles du care, celles de la petite enfance, celles du soin aux autres, celles de l'accompagnement des personnes vulnérables. Et donc, elles seront
très très peu représentées dans la question du budget, par exemple. La question donc il n'y a pas que le maire en fait, il y a les vice-présidents, il y a le budget. Dans les conseillers départementaux, les femmes, elles représentent 49% des vice-présidents des conseils et elles sont majoritairement représentées notamment sur les questions protection de l'enfance ou petite enfance. Et elles sont, donc 49,6%, c'est quasi la moitié des conseillères départementales. Par contre, elles sont que 20% des présidences. Et ce constat, il est partagé aussi à l'échelle des régions, bien qu'il y ait plus de présidentes de région, on pense notamment à Valérie Pécresse par exemple, depuis 2021, mais elles sont seulement 31% des présidentes. Donc à chaque fois, à chaque échelon, on peut interroger la présence des femmes. Certes, la parité fait son travail, par contre, elles n'ont pas les postes à responsabilité autant que les hommes peuvent les avoir. Donc, dans les conseils communautaires, c'est par contre quelque chose de dramatique. Là, l'exemple de l'Île-de-France est très très parlant parce qu'il y a une étude qui a été menée sur la réforme territoriale dans la métropole du Grand Paris et elle montre que seulement 5% des intercommunalités franciliennes sont dirigées par des femmes. Et 5%, ça veut dire surtout que 95% sont dirigés par des hommes. C'est ça qu'il faut interroger. Donc les femmes, elles sont sous-représentées politiquement et de manière persistante. Il y a évidemment plusieurs causes politiques à ça. La première cause, c'est qu'on peut convoquer, c'est qu'il n'y a pas toujours l'obligation de parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Même si nous, à l'Assemblée, je ne sais pas si vous avez suivi, un soir, vraiment presque quasi à huis clos des députés, sans vrai intérêt populaire, on a changé la loi, du coup, il y a 3 mois, pour que dans les communes de moins de 1000 habitants, il y ait l'obligation de parité. Là, je vais juste vous raconter qu'en gros, les communistes, eux, ils ont voté contre, parce qu'ils se sont dit, un an avant les élections, quand même, on va pas changer ça. Vraiment, changer le mode de scrutin avant les élections, faut pas le faire. Alors que nous, on disait, si, en fait, si c'est pour le mieux, si c'est que pour que des femmes soient mieux représentées, oui. Et dans la presse Ouest France, pour ne pas les citer. En plus, on est capté, donc la presse locale, ils ont trouvé parce que du coup, dans l'hémicycle, on entendait toute la droite, mainstream, le centre en disant oh, mais ça va être dramatique, vous vous rendez compte, parce que conseil de 1000 habitants, c'est 5 conseillers municipaux en moyenne. Vous allez tuer la démocratie locale parce que vous n'allez pas trouver des femmes. Et du coup, il n'y aura plus de gens pour pouvoir aller défendre l'intérêt de la ville de 1000 habitants. Parce que vraiment, ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est que les gens ils ne vont pas vouloir être candidats et candidates parce que c'est trop de responsabilités. C'était ce genre d'argumentaire. Et Ouest France, pour alimenter la droite dans le débat, ont trouvé le seul conseil municipal de France qui est exclusivement composé de femmes. Et le titre, c'était, je l'ai noté parce que c'était vraiment, donc c'était 8 élus. Le titre, c'est « Dans ce village, le conseil 100% féminin se demande comment appliquer la loi sur la parité. » Tintin. Et en fait, quand on lit l'article, c'est que des nanas qui disent « Bah oui, en fait, on est carrément d'accord parce qu'en fait, les mecs, ils vont aussi prendre la responsabilité pour notre commune. Donc, à 100% à fond sur cette nouvelle loi parité. » Et alors que le titre, c'était tout l'inverse. Bon, je vous apprends rien, vous êtes insoumis, vous voyez à quel point les titres peuvent être vendeurs. Mais voilà, ça, c'était vraiment un exemple dramatique pour la droite. Et même, c'était des femmes qui défendaient, des députés femmes qui défendaient le fait de ne pas appliquer cette loi-là. Et ça veut dire qu'elles font un contre leur camp, libéral totalement, avec une espèce d'angoisse. Mais si vous demandez la parité, on ne trouvera jamais de gens pour être candidat. Alors qu'en fait, si, parce que le simple fait de mettre des femmes en responsabilité fait venir déjà d'autres femmes et met des espaces sains de travail et de lutte et de légitimité pour que des femmes puissent se sentir à leur tour légitimes pour prendre ces rôles-là. C'est valable dans toute mon histoire syndicale. Plus on met des femmes en responsabilité, plus d'autres viennent, mais c'est valable aussi en politique et c'est valable à la fois pour des conseils municipaux de moins de 1000 habitants comme des grandes métropoles. Donc la deuxième raison, du coup, c'est évidemment que le pouvoir réel, il est confisqué pour les femmes au profit d'une parité d'apparence. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, les femmes, oui, elles accèdent aux institutions, mais c'est surtout pour des fonctions qui sont subalternes. Et c'est pour faire une caution, en fait, d'une certaine manière. On répond à la loi parité, mais par contre, on ne leur donne pas les responsabilités qui vont derrière. Et donc, c'est ce que je vous disais sur le CAIR, sur les délégations, voilà. Et ensuite, la troisième raison, c'est sans doute que notre système politique, il décourage, mais il sanctionne aussi les femmes qui décident de s'engager. Vous avez vu Mathilde Digné, là, qui est enceinte, du coup ma collègue députée d'Ille-et-Vilaine comme moi et qui est une excellente députée combative, elle est enceinte, comme d'autres députés actuellement. Ils ont déposé une proposition de loi pour pouvoir juste continuer à être député ou moins être remplacé, que nos suppléants servent à quelque chose.
quitte à ce qu'en fait on soit enceinte, parce qu'on ne découvre pas que les femmes elles peuvent avoir un bébé, elles ont des grossesses, enfin voilà, on ne le découvre pas. Et pourtant, on est toujours à un point où c'est considéré comme on est obligé de prendre des arrêts maladie pour avoir un certificat, pour faire une délégation de vote. On est en 2025 et on est l'institution de la Ve République qui représente les citoyens et les citoyennes qui sont élus par le peuple, donc par les femmes aussi. Bon voilà, donc le système il est décourageant parce que même si on s'engage que ce soit en politique nationale ou en politique locale, on paye le prix fort. En termes charge mentale, précarité, violence sexiste, c'est toujours le cas. Il y a une étude d'ailleurs qui sort et qui dit que 74% des élus locaux disent avoir subi des comportements sexistes. Et donc ça, c'est le réseau des élus locaux, justement, qui a sorti cette enquête et qui a interrogé 74%, c'est immense en 2025. Et c'est pas surprenant. Je pense qu'il n'y a aucune femme dans cette salle, enfin dans cette tente, qui est surprise par ce chiffre. Voilà. Et enfin, la dernière raison à tout ça dont je parlerai, c'est la parité, c'est quand même aussi aujourd'hui un casse-misère de l'ordre établi. Et c'est Réjeanne Sénac qui du coup a analysé ça et qui explique qu'en fait la parité elle est trop souvent instrumentalisée. On veut bien des femmes tant qu'elles ne bousculent pas l'ordre établi, tant qu'elles sont utiles, qu'elles sont dociles, qu'elles sont pas trop hystériques. Voilà. Et à partir de ce moment-là, et moi pour le coup d'ailleurs c'est une intervenante de Rennes, cet exemple-là, c'était une militante des quartiers populaires qui a été prise par le PS pour être élue, représentée. Et en fait, à partir du moment où elle a dit non mais moi j'ai une conscience de femme noire et je veux revendiquer, ne me donnez pas que de la petite enfance, laissez-moi être en colère en fait de ce qui se passe dans mes quartiers populaires, laissez-moi en parler. Là du coup elle a été mise sous l'étiquette hystérique, on peut pas parler avec elle, elle est pas vraiment politique, elle a pas vraiment d'analyse, alors qu'en fait moi c'est la personne que je trouve la plus complète politiquement et la plus intéressante à écouter, et elle est là, ouais. Voilà, et donc tu vois très bien de qui je parle. Et elle a été vraiment, en tant que femme, moi, quand on me l'a présentée, c'est un peu, c'était en mode repoussoir, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un de très très riche et voilà. Donc voilà, ça c'est en fait on veut bien des femmes tant qu'elles sont pas trop en train de revendiquer, tant qu'elles sont pas trop en train d'exister en tant que femmes, tant qu'elles sont pas trop en train de lutter et qu'elles restent à leur place gentiment à travailler pour le collectif. D'ailleurs les femmes en fait quand elles sont dans un collectif elles travaillent énormément et plus que les hommes pour le coup parce qu'elles ont un déficit de légitimité. On est tout le temps en train d'essayer de... Et je peux vous dire, moi, en tant que jeune députée de 30 ans, ça a été un vrai sujet tout le début de mon mandat. Hein, de travailler pour montrer qu'en fait, y a aussi un cerveau. Et voilà. Et ça, c'est pareil pour les politiques nationales comme les politiques locales. Une fois qu'on a dit ça, et que ça, c'est le constat qu'on peut partager, que vous connaissez, il faut aussi envisager les causes. Et la première, c'est notamment que les communes... elles sont construites, pensées par les hommes et pour les hommes. Ça, voilà, c'est pareil. Une fois qu'on a dit ça, vous le savez très bien. Mais c'est assez démonstratif dans tout ce qui fait la ville, c'est-à-dire notamment les bancs publics, les rues qui sont mal éclairées le soir, les équipements sportifs qui sont pensés pour les hommes et pour des pratiques qui sont plutôt masculines, le nom des rues. Et ça, franchement, quand on regarde un petit peu, je viendrai un petit peu après sur le nom des rues, mais c'est pas un oubli. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une stratégie de domination qui empêche les femmes d'occuper l'espace et c'est aussi leur interdire de faire de la politique, de se réunir, de revendiquer. Parce que sans droit à la ville, on n'a pas le droit au pouvoir d'une certaine manière. Donc on ne se sent pas légitime à le prendre. La commune, elle n'est pas neutre, elle reflète les rapports de domination qui structurent la société, notamment dans l'aménagement de l'espace, la distribution des services publics, l'attribution des ressources, et tout cela, c'est conçu selon des logiques qui sont patriarcales. Il ne suffit pas d'ajouter quelques élus dans un conseil municipal pour se dire, ça y est, on lutte concrètement contre le patriarcat, et ça y est, les femmes, elles vont avoir une place réelle dans la ville. C'est comment on pense la politique locale en faveur des citoyennes aussi qu'on peut changer les choses. Donc voilà, l'inégalité dans l'espace public, c'est quand même un quart des femmes qui déclarent aujourd'hui renoncer à sortir seules, ce qui est quand même un quart, c'est énorme. Et c'est seulement 6% pour les hommes. Donc vous voyez la différence,
6% contre 25%. Ça, c'est l'Observatoire du coût national de la délinquance en 2019 qui le sort, et je pense qu'on aurait d'autres chiffres. C'est le Haut Conseil de l'égalité en 2015 qui affirme que 100% des femmes ont déjà subi au moins une forme de harcèlement sexiste dans les transports publics. C'est des équipements sportifs qui sont destinés plutôt aux garçons ou aux hommes et qui captent 70% des financements à l'échelon municipal. Et alors que les femmes, elles font autant de sport que les hommes. Mais ce n'est pas forcément les mêmes pratiques. Et en fait, ces études, elles nous montrent bien. Bon, d'ailleurs, avant, je faisais la sociologie, donc je vous invite à regarder la sociologie urbaine, comment la ville, elle est pensée, c'est hyper intéressant. Et on voit qu'elle est pensée pour et par les hommes. Je vous dis de ce chiffre-là, mais moi, il m'a choqué quand j'ai préparé cette conférence. Seulement 6% des rues sont nommées avec un nom féminin. Et on voit souvent, d'ailleurs, des actions, que ce soit de syndicats, d'insoumis, de nous toutes, je ne sais pas si le planning le fait, d'aller renommer les rues, mais en fait, c'est vraiment un droit à la ville, renommer les rues. C'est nous exprimer, montrer qu'on est légitime dans l'espace politique. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment continuer et s'acharner à renommer les rues. Et bon, 6%, ça nous montre qu'on a énormément de travail, nous, en tant qu'insoumis, en tant que femmes en politique. Donc l'espace public, il est forcément genré, souvent inaccessible et même menaçant en fait pour les femmes quand on voit que 100% ont déjà subi au moins une forme d'harcèlement dans les rues. Et en particulier, moi je vous parle de femmes dans l'absolu, mais on le sait quand on est insoumis, que c'est en particulier pour les femmes qui sont racisées, en particulier pour les femmes qui sont LGBT+, ou en situation de handicap par exemple, parce que tout ça s'additionne malheureusement dans la discrimination. Frédéric Giraud, c'est un géographe qui nous explique que nommer les lieux, c'est se les approprier, parfois les conquérir, et le poids du passé rend les rééquilibrages parfois difficiles. Il explique que les modifier constitue à la fois un geste emblématique, parfois politique, et une modification de l'expérience urbaine, car les noms des rues font partie du quotidien des citoyens et des citoyennes. Ils impriment les consciences et les inconscients. Donc c'est pour ça qu'on a encore du travail. Enfin, du coup, quand on parle de politique publique locale, il faut aussi parler de l'austérité qui touche les collectivités locales. Et ça, du coup, je laisserai nos intervenantes qui nous font la joie d'être présentes pour en parler. Parce qu'en fait, le service public, il est foncièrement pour tous et toutes. Mais il a aussi, il doit répondre à la politique familiale, à la politique de l'enfance. Et on sait que les femmes, elles sont surreprésentées dans les services publics, dans la gestion des familles, dans la gestion du quotidien, dans la gestion de l'enfance. Donc voilà, évidemment, l'austérité, ça a aussi à voir avec le féminisme communal. C'est une violence qui est silencieuse contre les femmes. Du coup, pour en parler avec nous, j'ai avec moi Sandra Lotte-Fernandez, qui est responsable de la santé, de la justice, du genre et du plaidoyer chez Oxfam. J'ai pas fait d'erreur. Merci. Et qui est autrice du rapport qui s'appelle « Territoire féministe, l'action locale comme levier essentiel de la réduction des inégalités femmes-hommes ». Donc évidemment, dans cette conférence, voilà, ça va nous donner beaucoup d'appui, d'analyse, d'éléments. Et du coup, en off, en plus, on se disait tout à l'heure que c'est un rapport qui a pour ambition d'être remis à l'ordre du jour chaque année, réévalué, donc qui va enfin donner un indicateur sur le féminisme communal. Et peut-être tu nous diras tout à l'heure, mais est-ce qu'il en existait aussi d'autres ? Est-ce que c'est un sujet qui a été traité avant que Oxfam en tire cette enquête, et quels sont évidemment les résultats de cette enquête-là. Et puis, j'ai aussi en ma compagnie quelqu'un que je vais vous présenter parce que vous connaissez aussi, Sarah Durocher, qui est présidente du planning familial, membre du Haut Conseil à l'égalité, et qui fait un travail de lutte permanente, de bataille culturelle pour nous toutes les femmes. Voilà, notamment, moi j'ai beaucoup suivi en tant que militante la constitutionnalisation et tout le travail qui a été fait. Donc merci à toutes les deux d'avoir accepté de contribuer à ce sujet qui... en tant que militante, je pense, en tant que militante insoumise, il nous semble aujourd'hui majeur de traiter, et de le traiter mais comme un sujet vraiment cristallisant en fait pour 50% de la population. Et donc après, moi je conclurai en vous parlant un peu du programme qu'on a sorti et de toute sa nécessité de réflexion sur la question, en tout cas des femmes aussi dans le programme. Je te laisse commencer. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir invités et d'organiser ce temps de réflexion. Et comme tu l'as dit, qui est très en lien avec le rapport qu'on avait publié en 2023, Territoire féministe. Donc juste, je m'appelle Sandra Lotte-Fernandez, je représente l'ONG Oxfam. Oxfam, c'est une ONG internationale qui lutte contre les inégalités, et on mène des campagnes à la fois en France et partout dans le monde sur ces sujets. Et aujourd'hui, voilà, je vais essayer de vous parler brièvement du rapport Territoire féministe, et voilà, d'un peu nourrir votre réflexion, c'est vrai, en amont d'élections très importantes l'année prochaine.
Et pour commencer, je voulais vous parler juste un peu du contexte dans lequel on avait écrit le premier rapport Territoire féministe. Donc le contexte, vous le connaissez, c'est un contexte de persistance des inégalités de genre. Et en fait, après certains progrès dans les dernières décennies, on est quand même dans une période de stagnation et d'une certaine inaction politique. Et voire même, et je pense que peut-être Sarah, tu pourras en parler, de réels backlash et de menaces de retour en arrière sur certains aspects. Et en fait, en 2022, on avait publié un rapport qui s'appelait, c'est un rapport de bilan de l'action d'Emmanuel Macron en matière d'égalité de genre, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais l'égalité femmes-hommes est la grande cause des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, en 2022, en amont d'élection aussi, pour essayer aussi de nourrir le débat public sur ces enjeux-là, on a publié un rapport qui s'appelait Grande cause, petit bilan. J'imagine que vous voyez un peu la teneur du rapport. Et c'était un rapport où justement on montrait que malgré des grands discours politiques, il y avait en fait les politiques qui avaient été menées n'étaient pas assez ambitieuses pour vraiment réduire les inégalités de genre en France. Et en 2023, on s'était dit, bon, on est quand même tout le temps dans des rapports assez critiques. On voulait justement s'alimenter de bonnes pratiques et de montrer que avec de la volonté politique, on pouvait changer les choses, changer la vie, et notamment la vie des femmes. Donc on est allé analyser ce qui se faisait à l'échelle locale par certaines collectivités qui étaient un peu plus ambitieuses que ce qu'on pouvait voir à l'échelle nationale, et d'essayer de façon non exhaustive, on n'a pas traité toutes les actions faites par les collectivités, mais essayer d'aller voir les collectivités les plus pionnières qui ont réellement eu une volonté de mettre en place des politiques locales féministes, et justement les documenter et essayer de les mettre en lumière dans le débat national pour montrer qu'en fait on pouvait faire les choses et qu'il fallait une volonté politique et de l'ambition sur ces questions-là. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a rédigé le rapport Territoire féministe. Et pourquoi les collectivités ? Parce que, évidemment, comme tu le disais, c'est un échelon très important pour accélérer la réduction des inégalités de genre en France, et parce que c'est un échelon de proximité avec les citoyennes et du coup d'action. Donc je vais vous parler un peu de certains exemples emblématiques du rapport sans vous faire la lecture totale, et je vous invite, si ça vous intéresse d'aller plus loin, d'aller sur le site d'Oxfam France et de retrouver ce rapport. Donc quelques exemples de politiques, d'exemples d'initiatives positives. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la budgétisation sensible au genre. Donc on est vendredi à 10h du matin en fin août, donc c'est un peu barbare de vous parler de ça. Moi, c'est un peu mon dada, ça peut paraître très techno, mais en fait c'est vraiment une façon de faire la politique publique qui est assez innovante, qui n'est pas pourtant récent, ça a des dizaines, vingtaines d'années, la budgétisation sensible au genre. Mais en France, on est assez à la traîne, et en fait c'est certaines collectivités qui se sont justement engagées au début de l'année 2020 pour essayer de mettre en œuvre cette budgétisation sensible au genre. Donc c'est des villes assez emblématiques comme Lyon, Strasbourg, Nantes, qui se sont lancées. Et en fait, qu'est-ce que c'est la BSG, si vous voulez le jargon ? La BSG, c'est une autre façon de voir les finances publiques et les politiques publiques, et d'essayer d'intégrer la dimension de l'égalité de genre à l'ensemble de l'action publique et à l'ensemble du budget. Et comme ce que tu as pu citer, en fait... les politiques ont, depuis tout temps, été faites et pour les hommes, par et pour les hommes, sans se poser la question en fait de l'impact différencié que ça peut avoir entre les femmes et les hommes. Et la BSG, c'est essayer de se dire, dans mon budget, je vais essayer d'analyser mon budget et voir en fait comment et à qui bénéficient in fine les deniers publics, et est-ce que là il y a des inégalités à corriger. Donc c'est des collectivités qui sont allées regarder par exemple leur budget du sport, et se dire, dans les subventions aux associations, dans le financement d'infrastructures, est-ce qu'au final, on ne perpétue pas des inégalités d'usage entre les femmes et les hommes ? Et là aussi, il y a certaines des études qui documentent ça. En fait, presque 70% des budgets de collectivités, au final, bénéficient beaucoup plus à l'usage des hommes que l'usage des femmes. Et c'est par exemple, quand vous allez, une ville va construire des skateparks ou des installations de musculation, ce qui est très bien pour l'émancipation humaine, etc. Mais in fine, on regarde que les usagers sont en grande majorité des hommes, et au final les femmes sont toujours assez invisibilisées et ne bénéficient pas autant que les hommes de l'argent public. Donc des collectivités qui sont allées regarder dans le détail, vraiment ligne budgétaire par ligne budgétaire, à qui bénéficiait l'argent, et se sont rendus compte en fait des écarts abyssaux entre les jeunes filles, les jeunes garçons, les femmes et les hommes.
et qui justement vont avoir une démarche après de vouloir rééquilibrer. C'est-à-dire se rendre compte que quand on regardait le nombre de licenciés dans le sport, par exemple, en fait, il y a beaucoup plus de jeunes garçons, jeunes hommes que de jeunes femmes. Et justement, essayer de rééquilibrer, d'aller cibler les sports qui sont plus utilisés par les femmes, etc. Donc c'est vraiment une logique de se dire, essayer de dépasser ce qu'on pourrait appeler la neutralité, parce qu'en fait, aucune politique publique n'est neutre, et d'aller justement étudier et regarder et aller vraiment beaucoup plus dans le fond avec une démarche féministe. Et voilà, les politiques publiques, aucune politique publique n'est neutre. Et quand on ne se pose pas la question, c'est en fait, on perpétue une certaine forme d'inégalité. Je vais faire des exemples. Quand on augmente comme ça le tarif des transports publics par une région, je n'aimerais pas d'exemple, en fait, on pénalise beaucoup plus les femmes qui utilisent plus les transports publics que les hommes, où les hommes vont avoir un usage, par exemple, plus grand des voitures. Les femmes sont beaucoup plus dans les transports publics et gagnent moins que les hommes. Donc en fait, quand on augmente la tarification des transports, en fait, c'est complètement des politiques sexistes et antiféministes. Une réforme des retraites qui ne regarde pas la différence entre les femmes et les hommes dans les parcours, en fait, va allonger le temps de travail, va pénaliser plus fortement les femmes. Mais je pense que je parle à un public captif et conquis. Et voilà, donc c'est des collectivités qui sont allées plus loin, qui sont posées des questions. Par exemple, les musées des Beaux-Arts à Lyon, aller regarder en fait le nombre de femmes et d'hommes artistes dans les programmations. Et là, voilà, après c'est les chiffres nationaux qui sont souvent cités, mais avec un écart très fort entre la visibilisation d'artistes féminins et masculins. Et avec du coup après une volonté de corriger et de faire des efforts spécifiques pour augmenter la visibilité de l'art et des artistes féminines. Donc voilà, c'est des exemples comme ça assez concrets qui montrent une vraie approche féministe locale. Et là-dessus, on fait toujours un peu la comparaison. La France, d'un point de vue national, est très à la traîne par rapport à d'autres pays, à des pays comme le Canada ou l'Autriche qui ont intégré à l'échelle nationale la question de la budgétisation sensible au genre. En France, on est très en retard et il y a une mission d'information de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée qui justement a un peu mis le pavé dans la mare et on devrait avancer, mais bon, ça va assez lentement sur ces questions-là, comme sur d'autres. Donc, il y a d'autres choses dans les finances publiques. Il y a par exemple, là aussi, terme un peu barbare, ce qu'on peut appeler les égaconditionnalités. Ça veut dire une collectivité, de par ses contrats, ses marchés publics, a quand même une possibilité d'influer sur les acteurs économiques ou même sur les associations avec les subventions et du coup d'intégrer dans son cahier des charges avec ses prestataires des obligations d'intégration de la question de l'égalité de genre. Voilà, ça s'appelle les égaconditionnalités. Donc, il y a un certain nombre d'outils et certaines collectivités se lancent sur ces sujets et du coup voilà, il y a d'autres sujets qui sont moins liés aux finances publiques mais plus à des thématiques qui sont très importantes pour les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, c'est par exemple les questions des violences. Il y a aussi des villes, je pense à Nanterre ou à Nantes, qui ont fait le constat quand même des manques de financement très importants et de la détresse des associations qui luttent contre les violences et qui ont justement pris sur ont fait des investissements de leur budget, parfois avec très très peu d'aide de l'État, pour créer des centres d'accueil pour les femmes, ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un vrai accompagnement des femmes victimes de violences. Donc voilà, c'est aussi des actions très concrètes que peuvent faire les collectivités pour justement accompagner les femmes. Un autre sujet qui devrait changer... qui devrait aussi beaucoup être évoqué dans le débat, c'est la question de la petite enfance. La petite enfance, aujourd'hui, c'est la maternité, une des causes principales d'inégalité entre les femmes et les hommes. C'est le péché originel des femmes, c'est d'avoir un utérus. Et la petite enfance, je ne sais pas si vous saviez non plus, je vous apprends certaines choses, est devenue un service public depuis 2 ans selon la loi. Maintenant, depuis le 1er janvier 2025, c'est aux mairies d'être la collectivité organisatrice qui a la compétence de la petite enfance et qui doit du coup assurer le service public de la petite enfance. Donc là aussi, on a créé un service public et on a donné une compétence sans le budget derrière. Et on va dire que ce qu'on entend des budgets à venir, je ne pense pas que ce service public de la petite enfance va être particulièrement financé. Donc voilà, donc c'est encore donner quand même la patate chaude aux collectivités sans leur donner le budget derrière. Mais en tous les cas, les collectivités maintenant ont vraiment une responsabilité sur la question de la petite enfance. Et la petite enfance, vous le savez, est une question cruciale. Il y a un enfant sur 2 en France qui n'a pas de solution de garde entre 0 et 3 ans.
et qui s'arrêtent en majorité de travailler pour s'occuper des enfants, ce sont les femmes. Donc là aussi, c'est un enjeu particulièrement féministe et sur lequel, en tous les cas, Oxfam, on va essayer justement de pousser en amont des élections municipales pour avoir des engagements sur ces questions. Il y a la ville de Paris, qui est quand même une collectivité riche, mais qui a créé beaucoup de places en crèche ces dernières années. Et voilà, et pour citer des exemples qu'on avait cités dans Territoire féministe. Et donc voilà, là aussi, les collectivités, on connaît le contexte budgétaire, mais là aussi, les villes vont devoir quand même avancer sur ces questions-là. Et après, il y a d'autres exemples qui peuvent paraître plus anecdotiques, mais qui ne le sont pas du tout, qu'on a cités et que j'ai beaucoup aimé dans le rapport. C'est des villes, c'est l'exemple, la ville par exemple des Lilas, qui s'est intéressée aux cours d'école. Les cours d'école, c'est un des premiers endroits de sociabilisation des enfants. Et en fait, quand on analyse les cours d'école, on voit que les garçons jouent tout autour, généralement au football, tout autour de la cour, et que les filles, en fait, sont déjà, dès le plus jeune âge, se mettent... s'écartent de l'espace public, et c'est qu'une des premières formes après d'effacement des femmes de l'espace public pour laisser la place aux jeunes garçons. Et du coup, c'est une collectivité qui s'est accompagnée d'associations féministes et qui ont questionné et réfléchi sur les cours d'école pour en fait répartir les espaces pour que ça soit pas juste neutre, on laisse une cour d'école, mais qu'on se questionne sur la façon dont elle est répartie et les différents usages, etc. Donc c'est des exemples assez concrets qui montrent justement des démarches assez féministes. Donc là, c'est des exemples du rapport. Et comme tu disais, en mars prochain, on va réactualiser ce rapport en amont de la Journée internationale des droits des femmes, mais aussi des élections municipales, pour appeler les partis politiques et les candidats aux élections municipales à s'engager sur ces questions. Et donc, je peux commencer à réfléchir sur les recommandations qu'on voudrait porter. Et moi, dans les échanges avec les collectivités en rédigeant Territoire féministe, la première chose qui m'a été dite par les services ou par les élus à la délégation des droits des femmes, où les choses ont bougé, c'est que ce qu'il faut, c'est un portage politique très fort de la question de l'égalité femmes-hommes pour qu'il y ait vraiment des avancées et vraiment un investissement budgétaire, politique sur ces questions. Et du coup, on reprend un peu on reprend un peu une recommandation du Centre Hubertine Auclair, qui est un centre qui travaille beaucoup sur ces questions-là en Île-de-France, qui dit en fait une des bases pour avancer sur ces questions, il y a une triptyque, c'est avoir une délégation aux droits des femmes spécifique, avoir un budget dédié aux questions d'égalité et avoir aussi une chargée de mission sur ces questions-là dans les collectivités. Donc ça, c'est un peu le fondamental. Sinon, en fait, après, c'est des questions d'affichage. On fait quelque chose le 25 novembre et le 8 mars, ce qui est déjà bien parce qu'il y en a qui ne le font pas. Mais en tous les cas, on ne va pas plus loin. Et moi, je pense qu'il faut aussi aller un peu plus loin. Il faut plus qu'une délégation, il faut aussi que la question d'égalité femmes-hommes soit portée haut dans la hiérarchie des adjoints et qu'on ait dans les deuxième ou troisième adjoints des gens qui qui sont en charge de l'égalité femmes-hommes et qui aient un pouvoir justement de transversaliser ces questions dans l'ensemble de l'action du mandat. Et aussi, en discutant avec les collectivités, quand les équipes sont élues, elles préparent un plan de mandat. Et il faut que l'égalité de genre et l'approche féministe soient l'une des top priorités des plans de mandat et qu'il y ait une vraie réflexion sur comment, justement, sur l'ensemble de ces questions, aller beaucoup plus loin. Après, sur les questions des thématiques, comme ce que je vous disais, il faut justement des engagements forts sur les questions des violences, un soutien aux associations, et ça je pense que Sarah tu vas en parler, les associations aujourd'hui en France souffrent, et du coup il faut un engagement pour financer les associations féministes, la petite enfance, comme ce que j'ai pu vous dire, mais plein d'autres sujets. Il y a quelque chose qui est aujourd'hui, et tu en parlais un peu, pas du tout traité, et je trouve un impensé, c'est aussi avoir l'approche féministe. Et nous, de ce qu'on voit, c'est quand même l'égalité femmes-hommes est de plus en plus un sujet traité par les collectivités. Et voilà, c'est moins niche qu'avant, mais vraiment avoir développé une approche féministe, et je pense que c'est une approche féministe intersectionnelle. On se pose justement la question aussi des différentes inégalités qui s'entrecroisent. Là aussi, ça peut être quelque chose d'assez novateur au final, parce que moi, dans mes recherches, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup trouvé en France, et même en discutant avec les collectivités les plus pionnières, c'est quelque chose qui est assez un impensé. Donc je pense que là aussi, c'est un sujet sur lequel, pour les élections municipales, une vraie réflexion à avoir. Et bien sûr, la question de la lutte contre les discriminations, des droits des personnes LGBTQIA+, etc. C'est bien évidemment des sujets sur lesquels il faut avancer. Et on aura en mars, là je vous fais un peu de teasing, un nouveau rapport sur toutes ces questions-là où on veut aussi
voilà, montrer les bonnes pratiques sur ces sujets-là. Et voilà, je pense que c'est quelque chose, là, dans les périodes où les partis sont en train d'écrire des programmes locaux, voilà, se pencher sur les questions. Et nous, bien sûr, Oxfam, on est ouvert pour discuter et voilà, porter nos recommandations avec les différentes équipes. Et je voulais en fait finir sur un sujet qui a déjà été un peu abordé, c'est la question de la féminisation du pouvoir. Donc c'est un sujet, la parité. Et là aussi, nous, en avril dernier, on a publié notre premier index de la féminisation du pouvoir, qui s'appelle Le pouvoir non masculin, où on veut faire un rendez-vous un peu annuel sur l'évolution de la féminisation du pouvoir. Et pourquoi ? Pour avoir les arguments, parce que justement, on voit que toutes les grandes conquêtes des droits des femmes ont été portées par des femmes au pouvoir. Et que justement, quand il n'y avait pas de femmes autour de la table, en fait, toutes ces questions-là, la petite enfance et tout ça, étaient totalement désimpensées. Et la féminisation du pouvoir, c'est là où nous, on veut aussi interpeller les pouvoirs politiques. C'est en fait, il faut, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a 40% de femmes conseillères locales, etc. Parce qu'il y a eu des lois sur la parité. Mais on voit que dès qu'on passe au chef de l'exécutif, c'est là où il y a de moins en moins de femmes. Et du coup, à peu près 20% de femmes maires. Donc il faut s'engager à ce qu'il y ait des femmes dans les listes, mais des femmes têtes de liste, qui soient justement des candidates pour être au postes clés et aux postes de pouvoir, à la fois des mairies, mais aussi des délégations avec le plus de pouvoir dans la hiérarchie des conseils municipaux, donc des femmes aux finances, vraiment au cœur du pouvoir. Et c'est un peu sur ça que je voulais finir et interpeller aussi les partis politiques. Merci beaucoup. Merci. Hop. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour le planning de participer aux amphis. Depuis 3 ans, le planning est régulièrement invité et que bien évidemment, c'est des moments importants, des moments forts de rentrée. Alors moi, je vous avoue que je vais faire un peu la tournée des universités parce que l'objectif aussi, c'est d'aller échanger et de mettre nos sujets au centre, en effet, d'un des enjeux qui va arriver, qui sont les élections municipales. Mais déjà, peut-être dire, donc moi, je suis Sarah Durocher, je suis présidente confédérale du planning familial. Juste en quelques mots, le planning, c'est une association qui va fêter ses 70 ans l'année prochaine, qui est une association militante, féministe, d'éducation populaire et qui a 82 associations sur l'Hexagone et également dans les départements d'outre-mer. Donc vous avez sûrement dû rencontrer le planning peut-être là où vous habitez, en tout cas, ou connaître des gens qui y sont allés, puisque souvent, on connaît un peu le planning et on sait que son engagement sur le terrain, et c'est un peu la parole que je vais apporter sur cette table, c'est plutôt en tant que témoignage un petit peu de ce que vivent les associations féministes actuellement dans un contexte, vous le savez, d'austérité financière très importante, mais aussi, et je pense que je vais en parler un petit peu, puisqu'on a su qu'il y avait eu 2 associations du planning qui avaient été encore attaquées hier et avant-hier, et que dans un contexte aussi de montée d'un conservatisme très important, puisqu'en effet, quand le planning familial parle d'avortement, de contraception et d'éducation à la sexualité et des droits des personnes trans, vous imaginez bien qu'on représente un projet politique, un projet d'une société qui a des opposants toujours. Il y a toujours eu des opposants sur ce projet politique, mais dans ce contexte actuel, d'autant plus. Peut-être juste un petit peu dire que on est aussi dans un lieu un peu particulier puisqu'on est dans le département de la Drôme et qu'il y a eu la fermeture de 7 centres de santé sexuelle au niveau du département sur 12. Juste pour vous dire un tout petit peu, les centres de santé sexuelle, c'est des lieux d'information concernant l'avortement, la contraception pour les mineurs, pour les jeunes, pour les personnes les plus loin du terrain. Et juste aussi peut-être pour vous dire que nous, on accueille 500 000 personnes par an quand même et on intervient auprès de 150 000 jeunes par an et c'est tout ce projet-là qui est en train d'être attaqué actuellement et que ce qui se passe dans la Drôme est catastrophique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu une magnifique mobilisation collective pour défendre ces lieux parce que ce n'était pas juste des baisses de financement du planning, c'était des structures qui existaient sur des territoires qui sont complètement en train d'être détruites et pour des personnes, il faudra faire 80 km pour juste pouvoir accéder à un dépistage, à une contraception d'urgence et vous le savez très bien, se déplacer, avoir une information, c'est pas donné à tout le monde. On n'est pas tout égal et tout égaux
pour pouvoir se déplacer, prendre du temps d'y aller. Et donc, bien évidemment, qu'il y a une grosse inquiétude autour de ça. Donc, je ne vais pas vous plomber. Mon objectif, c'est pas du tout de vous plomber, mais vous dire un peu dans les réalités, puisque je pense que on m'aurait proposé cette intervention il y a 8 mois, j'aurais pas du tout eu la même intervention, puisque l'exemple de la Drôme est un exemple très concret. Mais s'il y avait juste la Drôme, s'il y avait juste à un moment donné une des personnes qui avait décidé de tout attaquer, parce qu'on parle de droits sexuels et reproductifs, hein, c'est ça le terme très générique, c'est qu'on a des alertes au niveau national et au niveau local de partout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu les arbitrages financiers pour la plupart des associations. On nous fait attendre, on nous fait languir. On a des associations qui sont en épuisement parce que vous imaginez bien qu'il y a des rumeurs de baisse de financement. On n'arrête pas d'entendre « il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des efforts ». Sauf qu'on sait bien que c'est des choix politiques, c'est des choix qui sont faits et qu'aujourd'hui, c'est les associations qui sont attaquées et les droits sexuels et reproductifs comme le planning familial, bien évidemment. Donc c'est des choses très concrètes, hein. C'est des licenciements qui vont arriver dans les structures, c'est des fermetures de permanence, c'est des actions qui vont s'arrêter auprès des personnes les plus éloignées du droit, c'est des maraudes qui vont s'arrêter. Je pense qu'il faut juste, et c'est pas que le planning, s'il y avait que le planning, mais c'est vraiment le tissu associatif aujourd'hui qui est attaqué et qui est même méprisé par ce gouvernement, qui est méprisé par Emmanuel Macron depuis des années. Et donc bien évidemment, l'expertise de ces associations est complètement mise de côté et le planning plus particulièrement est attaqué sur son engagement, puisqu'aujourd'hui, on nous reproche de ne pas être assez neutre. Voilà, c'est des petites musiques qui commencent à arriver. Alors, qui définit la neutralité? Ça serait une question à se poser. Voilà, et on nous reproche notre militantisme, et la preuve est, c'est que l'année dernière, le planning a appelé à voter pour le nouveau Front populaire. C'était une question de survie, c'était une question aussi pour les personnes, pour les femmes, pour les droits des personnes LGBT, où on savait très bien qu'on allait être la première cible et que notre projet allait être la première cible. Et aujourd'hui, on nous dit, bah, écoutez, nous, ce qu'on vous demande, c'est d'être neutre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des financements publics, il faut être neutre. Ça, c'est des discours qu'on entendait un peu, mais c'est des discours aujourd'hui qu'on entend de manière beaucoup plus régulière. Donc je pense qu'il y a vraiment une fragilité qui est en train de s'installer là-dessus. C'est important de vous le dire parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des territoires qui vont être en difficulté. C'est des femmes, des personnes qui vont vraiment être dans cette difficulté-là. Et peut-être parmi vous, il y en a qui vont être dans cette difficulté-là. Et je pense vraiment qu'il y a un enjeu autour de ça qui est quand même très important. Comme je vous le disais, le planning familial, on vit des attaques régulières, des intimidations régulières. C'est des portes cassées, des vitrines cassées. C'est des appels insultants, humiliants en permanence. C'est des gerbes de fleurs qui sont déposées. C'est du sang qui est jeté sur les vitrines. Juste pour vous dire que c'est un contexte qu'on vit depuis 2 ans en accélération. Et encore une fois, ce n'est pas que nous. C'est vraiment un projet politique. Je pense aussi aux associations qui accueillent les personnes migrantes, par exemple, les associations de personnes LGBT qui sont vraiment... Enfin, c'est pas n'importe quelles associations qui sont ciblées aujourd'hui et avec une accélération assez immense. Donc à partir du moment où on a fait ce constat, je pense qu'il y a encore des choses à faire, bien au contraire, puisque je pense que ce projet qu'on défend, il est majorité dans la société, mais cette minorité quand même nous agace un petit peu. La dernière actualité, c'est Pierre-Édouard Stérin, voilà, je suis un peu obligée d'en parler parce que sur les territoires, c'est des choses que vous pouvez peut-être observer. C'est Pierre-Édouard Stérin qui a un projet politique. Moi, je fais partie d'une région, Orléans, la région centre. Et par exemple, il est en train, dans la région, de mettre un internat non mix qui va ouvrir au mois de septembre. Donc en 3 mois, il arrive à faire une école. Il a l'agrément de l'éducation nationale. Hein. Il y a aucun problème. Enfin, il y a une autorisation en tout cas qui est faite. Et en même temps, des associations qui sont en train de se mettre en place. Petit à petit, alors que nous, on galère concrètement pour avoir des financements. Hein, on va le dire, on en perd, mais on galérait déjà pour avoir des financements. Et ça va être des associations qui sont contre l'avortement. C'est des associations qui vont défendre la famille, mais une famille, pas des familles, mais une famille. Et tout d'un coup, voilà, on voit s'autoriser, en tout cas sur les territoires, ces associations qui s'installent avec des municipalités qui ne répondent pas, qui ne réagissent pas, qui ne dénoncent pas voilà, ce projet politique-là et qui ne prennent pas position par manque de courage ou souvent parce qu'ils sont d'accord aussi avec ce projet-là, que les féministes en auraient trop fait. Donc, c'est
c'est vraiment, moi j'appelle vraiment à une vigilance, enfin j'amène vraiment à une vigilance parce que je pense vraiment qu'on est dans ce contexte-là et que les choses peuvent se faire encore, bien évidemment, les choses sont possibles et qu'on peut avancer. Et que ces élections municipales, ça va être une opportunité forte. Nous, en tout cas, le planning familial, on va faire un kit de communication, bien évidemment, où vos associations vont l'envoyer aux différents partis. On a regardé vos programmes déjà, évidemment. Voilà. Donc, en essayant en effet de trouver des choses, des nouvelles idées, en essayant de participer. Et je pense qu'en effet, le planning, en tout cas, aura ses portes ouvertes pour pouvoir parler de ce projet politique. Et vraiment, j'insiste énormément parce qu'il y a des choses très concrètes, des mesures très concrètes, Sandra, que tu as pu dire sur les territoires. Mais c'est vrai aussi que la place des associations et la valorisation des expertises, c'est-à-dire que ce n'est pas que des financements de soutenir une association, c'est visibiliser, c'est vraiment considérer l'expertise des associations. Je pense qu'il y a un maillage qui est énorme. Il n'y a pas que le planning, il y a plein de petites associations qui sont sur les territoires, que ça soit en milieu rural, que ça soit dans les quartiers, que ça soit, il y a des choses magnifiques qui sont faites. Les associations sont fortes, sont imaginatives, et on l'a vu qu'à chaque fois quand il a fallu se mobiliser contre l'extrême droite, il y avait une capacité forte de la société civile de le faire. Et bien évidemment que nous, le planning, on est une très grosse association et on a de la chance, mais moi je pense à toutes les petites associations qui font un travail formidable, qui parfois sont hyper méprisées. Donc avoir une municipalité forte, c'est évidemment le financement, parce que c'est quelque chose qui est important. Et j'ai envie de vous dire, il y a les contrats locaux de santé, par exemple, qui sont des financements sur du plus long terme, parce qu'avoir des annuels, remplir des demandes de financement, c'est une charge pas possible pour nos associations, et que bien évidemment, il y a des choses à mettre en place très concrètement, mais c'est aussi, quand une association du planning est attaquée, c'est de défendre, c'est de communiquer. Là, sur les 2 associations qu'il y a eu, il n'y a aucun communiqué d'une mairie. Et je vais vous dire un autre exemple. Pendant la constitutionnalisation, il y a eu une vague d'attaques. Il y a eu dans une ville que je ne nommerai pas, qui est Strasbourg. Il y a eu, alors que c'est une ville écologiste, hein, c'était quand même... mais il y a eu une inscription « L'avortement tue » par terre, en très grand. Il y a eu un déplacement, moi j'ai dû faire un aller-retour parce qu'il y avait un déplacement de Prisca Thévenot qui était porte-parole du gouvernement. Voilà, ils ont laissé pendant 3 jours l'inscription par terre. Ça veut dire que quand une municipalité elle est engagée, elle réagit. Et il y a des municipalités, par exemple, dès que le planning est attaqué, en 1 heure, tout est enlevé, il y a un communiqué de presse qui sort. Et ça, de se mettre auprès des associations, vraiment soyez-en sûrs, pour les bénévoles et les salariés, c'est des choses qui sont précieuses. Et je pense que de montrer de la solidarité, de montrer le travail du politique et de la société civile, elle est plus qu'importante. On l'a vu tu parlais de l'IVG dans la Constitution. Il n'y aurait pas eu le travail avec Mathilde Panot, qui a été une actrice déterminante pour le droit à l'avortement. Je pense que voilà, ça a démontré le travail de la société civile et du politique, que ça soit au niveau national et aujourd'hui, localement. Continuons cette belle pratique et allons-y pour 2027. Et oui, parce qu'après 26, il y a 27. Donc, merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de réagir à tout ce que tu disais, Sarah, parce que en tant que députée de Rennes, vous voyez, Rennes, c'est une ville quand même qui est... qui nous ressemble bien, qui est jeune d'ailleurs, 30% de la population a moins de 25 ans, qui est féministe, radicale, plutôt dans la rue, avec beaucoup de revendications. Et du coup, un monde associatif qui est divers et varié, qui est très très riche. Et le planning familial, pour le coup, là, risque de fermer, du fait du Ségur, mais aussi du manque de soutien de l'État. Donc j'ai écrit, moi, une question au gouvernement sur le sujet. Je vais mobiliser à leur côté, sans prendre la place des premiers concernés. Mais il y a aussi le centre Iskis de Rennes, qui est un centre d'écoute, d'accompagnement et de défense des droits des personnes LGBTQIA+, qui, du coup, en 2023, touchait, j'ai noté là pendant que tu discutais, parce que qui touchait 24 000 € en 2023, 50 000 € en 2024, et qui, cette année, demandait, au titre de l'inflation et des personnes qui salarient, juste 3 000 € de plus, donc 53 000 € pour faire un travail qui est reconnu de tous, avec énormément de partenariats, qui organise d'ailleurs une Pride exceptionnelle à Rennes. Venez l'année prochaine, parce qu'elle est vraiment, vraiment super. Et ils ont eu la réponse de la préfecture. Cette année, ils vont avoir la grande chance d'avoir seulement 10 000 €. Donc, ils vont devoir arrêter, en fait, sans doute, et surtout ne plus salarier, alors qu'ils font vraiment quelque chose d'utilité publique. Et donc, ce que tu disais, moi, quand j'ai appris ça,
c'est par la DILCRA et par la préfecture, sans raison, hein. Quand j'ai appris ça, ça m'a rendu, comme vous, ça m'a choquée, ça m'a rendu furieuse. Donc tout de suite, le 20 juillet, on a pris notre stylo avec mon équipe, on les a appelés, on a écrit une question au gouvernement et donc elle est publique là sur le site de l'Assemblée, on va se mobiliser à leur côté. Et voilà, je répondrai tout le temps. Et c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, il faut dénoncer. Et c'est ça la force d'une peut-être une municipalité insoumise. Je ne sais pas si vous avez lu notre super boîte à outils, mais ce qu'on dit dès le préambule, c'est l'intervention populaire immédiate, mais c'est surtout une méthode en fait insoumise. C'est de dénoncer, de revendiquer, d'accompagner les personnes dans leurs droits, dans leurs démarches et de lutter avec eux et à leur côté. Et c'est peut-être ça qu'on a aussi à se dire après avoir fait un état des lieux qui, quand même, nous montre qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le féminisme communal. Donc, dénoncer, accompagner, lutter avec, c'est sûr. Parce que si les femmes aujourd'hui, elles ne peuvent pas se déplacer, si elles n'ont pas lieu pour se réunir, si elles ne se sentent pas légitimes dans les lieux de décision, si elles sont seulement sur même moins de 10% des panneaux des noms de rue, en effet, elles ne se sentent pas légitimes, elles ne se sentent pas à une place pour prendre le pouvoir. Et donc, à partir de là, ça veut dire que notre démocratie, notre république, elle est dans une imposture totale. Parce que ça veut dire qu'elle n'appartient qu'aux hommes pour les hommes et par les hommes. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, je pense que ce que je disais hier, j'intervenais avec les insouminos ou avec les jeunes insoumis, on dit tout le temps, il n'y a pas de république sans républicain. Mais surtout, il n'y a pas de république sans la moitié de la population. Il n'y a pas de république sans républicaine aussi. C'est sûr. Donc, il faut reprendre le pouvoir, et reprendre le pouvoir, ça passe par reconquérir l'espace, reconquérir les droits. Un féminisme communal, c'est une géographie qui est en résistance, et c'est à nous de le faire vivre. Donc en tant qu'assoumis, a fortiori insoumise, et d'ailleurs je suis contente, on s'est fait la réflexion, je me suis dit en arrivant, dis donc, il y a des hommes qui s'intéressent à ça. Bon voilà, faut se le dire, a fortiori, en tant qu'assoumis, mais... Là, particulièrement en tant qu'insoumise, il faut qu'on s'appuie sur les élections municipales pour construire les communes féministes, populaires et transformatrices que nous, dont on aspire, nous, en tant qu'insoumis et insoumises. Je crois que... Bon, qui a lu le programme ici, la boîte à outils que je viens de vous montrer ? Vous avez vu, c'est dense. Tout le monde n'a pas pu encore, mais je ne vous en veux pas. Parce que j'ai fait la synthèse l'autre jour quand on parlait du chef de fila, qu'on avait une conférence de presse. J'ai dit, je sais même plus, 400 mesures, 10 piliers. C'est énorme la boîte à outils. Bon, dans ce programme, il y a plein de choses. Il y a aussi des choses spécifiques sur la question des femmes. Mais de manière générale, la question des femmes, elle ne doit pas se lire comme un pilier ou un axe programmatique. Elle doit se lire de manière transversale de A à Z quand on parle d'écologie politique, quand on parle d'urbanisme, quand on parle d'assainissement, quand on parle de petite enfance, parce qu'on ne peut pas faire en sorte, se dire juste que c'est un supplément d'âme, comme on a voulu penser la parité par exemple. Les femmes, c'est pas un supplément d'âme, c'est pas un chapitre isolé. Les femmes, c'est partout, tout le temps, dans tout le chapitre de la France insoumise pour les municipales. Ça, c'est sûr. Mais je dois quand même vous mettre en avant un travail exceptionnel. D'ailleurs, je profite de cette conférence pour remercier les équipes du siège qui font un travail, notamment autour de Clémence Guettet, qui auditionne toute l'année des personnes qui sont concernées, des personnes qui sont expertes, Oxfam, le planning, et qui prennent de vos expériences, des chercheurs et des chercheuses qui participent à ce programme-là, mais aussi à l'ère du peuple. Dedans, je ne vais pas vous parler de tout le programme. Vous avez vu, 9 garanties programmatiques qui vont s'appliquer dans chaque ville que la France insoumise va aller conquérir, ça c'est sûr. Et dans ces 9 garanties, donc 9 garanties pour parler de tout l'enjeu des politiques locales, et il y en a une, c'est faire des communes activement antiracistes, féministes et inclusives. Et dedans, du coup, je suis très fière de voir que ça fait partie de nos garanties, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, je pense que le Parti Socialiste peut se dire, c'est déjà le cas, en se voilant totalement la face. Nous, on en fait un enjeu majeur dans nos 9 garanties programmatiques, parce qu'on a bien conscience qu'en fait, on est loin d'une finalité, et toute cette conférence l'a montré grâce à vous deux. Dedans, il y a par exemple former l'ensemble des agents de la collectivité sur les enjeux de féminisme, constituer la municipalité partie civile des plaintes de victimes de racisme, de sexisme et de LGBT-phobes. C'est quand même... que la municipalité soit partie civile avec des personnes qui sont victimes de violences sexistes, sexuelles, LGBT-phobes. Ça, c'est quand même une forme nouvelle de lutte politique. Et c'est soutenir aussi la présence, notamment, des centres de planification familiale, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, comme tu nous l'as rappelé, on est obligé de défendre quelque chose qui est d'utilité publique pour les femmes et les familles.
Après, il y a du coup page 51, tout un chapitre sur combattre le sexisme et les LGBT-phobies, où on nous invite à penser des mesures féministes dans chaque axe du programme. Et ça, c'est bien, c'est ce que je vous ai rappelé, où on inclut aussi dans les priorités la gratuité des services publics essentiels, la cantine, les crèches et les santé, parce que ça touche évidemment les femmes, les mamans et les travailleuses qui sont en grande majorité travailleuses des services publics, qui sont touchées par l'austérité des services publics. Donc voilà, tout ça, c'est transversal et ça touche à la famille, donc ça touche aux femmes, ça touche aux enfants. Nous, ce qu'on assume de A à Z dans ce programme, c'est un discours de conflit avec les logiques qui sont patriarcales et dominantes. Et ça, vraiment... soyez fiers d'être insoumis pour ça. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivée députée, que j'ai dit que j'étais insoumise et que j'étais jeune, il y a des maires, ils ont eu l'impression que j'allais mettre le feu à leur mairie. Vraiment, ils avaient la panique dans leur regard. Et après, on a discuté et on dit, en fait, si vous gardez cette attitude, on va pouvoir travailler ensemble. C'est vraiment ça qu'ils m'ont dit. Si vous gardez cette attitude, mais vous croyez quoi les féminazis insoumises, quoi. Enfin, c'est fou. Enfin, plutôt islamo-gauchistes insoumises. Mais en vrai, je suis quand même hyper radicale, hyper en rupture et hyper dans la lutte à accompagner tout le monde. Et je ne vais jamais faire aucune concession, que ce soit à la mairie socialiste qui fait quand même des choses qu'on doit reconnaître à l'échelle de Rennes, que ce soit au maire de ma circonscription, que ce soit face à la préfecture. Enfin, dans tous les cadres, je serai en radicalité, en rupture, en accompagnement. Et ça, du coup, c'est le programme de la France Insoumise. Donc, y compris au sein des institutions, y compris dans l'aménagement de la ville, y compris pour repenser les noms de villes, parce qu'en fait, on doit aller prendre notre légitimité partout, dans tous les espaces. C'est ce que j'ai expliqué. Et donc, tout ça, en effet, l'échelon local, il est essentiel parce que c'est de la démocratie directe. Nous, on a toujours pensé que l'échelon communal, il avait une grande, grande valeur parce que c'est la démocratie la plus proche du citoyen et des citoyennes dans son espace de vie. Donc, évidemment, à cet endroit-là, à l'échelon de la commune, c'est évident. Et aussi, au sein des politiques nationales, mais aussi à nous. Je crois que là, en fait, je ne serais pas vraiment féministe si je ne le rappelais pas. En tant qu'insoumis et insoumise, dans nos espaces de lutte politique, dans nos collectifs, il faut aussi tout le temps le penser, quoi, le féminisme, la place des femmes. On a énormément à construire et à travailler encore dans nos espaces sûrs, dans nos réunions, dans nos campagnes, dans nos groupes de travail. Il faut que chacun puisse prendre la place. On a encore beaucoup trop de militants et pas à égalité avec des militantes, beaucoup de militantes qui se sentent pas légitimes de porter leur candidature pour être chef de file pour les municipales, de se sentir légitimes pour travailler tout le programme, interroger du coup la mise en conformité, en pratique totale, mais maxi, de la boîte à outils nationale à l'échelle locale, qui ne se sentent pas légitimes dans leur expertise en tant que femmes, qu'usagères, que citoyennes, que travailleuses, alors que pourtant, si, en fait, elles le sont autant que les autres, c'est-à-dire les autres, les hommes. Donc voilà, ça, c'est un truc qu'on doit nous aussi penser pour les municipales. Avoir des femmes qui prennent la place et qui revendiquent et qui se sentent légitimes. Il faut aussi, évidemment, et ça, je ne vous l'apprends pas, parler des violences sexistes et sexuelles et les interroger tout le temps en permanence dans nos espaces à nous, parce qu'elles existent aussi dans nos espaces à nous. Assurer, du coup, cette formation qui est politique essentielle sur le féminisme, parce que là on vous parle, on dit féminisme dans l'absolu, mais en fait c'est un sujet de formation politique et il faut que ça existe dans nos espaces insoumis et il faut forcément penser aussi nos matériels, nos campagnes, nos affiches avec ce regard-là pour nous en premier lieu mettre en œuvre ce qu'on dénonce, c'est-à-dire légitimer les femmes en présence dans les villes, sur les panneaux d'affichage, sur nos noms de rue et dans nos programmes et en disant qu'elles sont légitimes. Je voulais aussi vous avez tous entendu parler du concept de la Nouvelle-France, évidemment. Tout le monde arrive à le définir. Ça, c'est un peu plus... Bon, je vous invite à aller suivre des conférences parce que c'est hyper intéressant, la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, en tout cas, ce qu'on a envie d'en faire. C'est pas la fin d'un monde, c'est le monde qu'on va construire ensemble. Et je crois vraiment que la Nouvelle-France, c'est la France des femmes, clairement. Et je voulais vous rappeler pour ça des propos qui m'ont beaucoup touchée à la Fête de l'Humanité l'été dernier. La vidéo est sur YouTube. Jean-Luc Mélenchon a fait un excellent meeting, comme d'habitude, mais surtout, il a fait une conclusion féministe. Et moi, il m'a du coup fait me rendre compte, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Aujourd'hui, on est dans la 5e République, on est dans la République des hommes encore, et on est dans l'ère de la République des femmes qui sont en train de conquérir. Et pour ça, il a expliqué que la 5e République, elle avait été écrite
donc évidemment par des hommes, à l'époque où les femmes avaient encore besoin de l'autorisation de leur mari pour travailler, qui a été abrogée en 65 seulement. La contraception était interdite, abrogée en 71 seulement. L'autorité parentale était celle du père exclusivement, elle n'est conjointe que depuis 70. Le principe d'égalité des rémunérations n'existe que depuis 72 et n'est d'ailleurs entre nous toujours pas opérant. La fin du divorce unilatéral, c'était en 75. Le droit à l'avortement en 75 et sa constitutionnalisation en... Vous le savez, non ? En 2024, toute récente. Le viol a été reconnu comme un crime pour la première fois en 1980. Donc vous voyez, c'est assez récent finalement tout ça. Et donc Jean-Luc explique, c'est donc les jeunes femmes, leurs mères et leurs grand-mères qui ont conquis des droits pour la première fois. C'est maintenant l'heure de réclamer et de conquérir le reste, c'est-à-dire le droit absolu à l'égalité réelle. Vous avez sans doute entendu, avant de continuer, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le mouvement Insoumis, dire que les révolutions et l'ère du peuple, les révolutions adviennent tout le temps parce que les femmes se mettent en révolution. Parce que justement, elles ont la charge de la famille, du pain, des enfants. Vous voyez sur la Palestine, la sociologie des gens qui militent pour la Palestine, c'est en particulier beaucoup des femmes. Moi, sur ma circonscription, j'ai peine à faire venir les quartiers populaires jusqu'au centre de la ville pour faire... Pourtant, ils sont très engagés sur la cause. Mais il y a des femmes qui sont là avec leurs enfants. Sur la flottille de la liberté, c'est des femmes qui ont été. Moi, je suis tellement fière de voir Emma, Gabrielle, avant ça, Rima. Ce sont des femmes qui sont les porteuses des luttes et des revendications. Donc, pour vous dire, avant, je vous donne juste ça, pour la conclusion de Jean-Luc, il dit « Le mouvement Insoumis a une présidente du groupe à l'Assemblée nationale, une présidente de la délégation au Parlement européen, une présidente du mouvement de la gauche au Parlement européen, une présidente de l'Institut de la Poésie, etc. » Donc on peut en être fier, tout le monde applaudit. Et là, il crie, vous pouvez applaudir parce que moi je suis très fière de ça. Ça ne suffit pas, il faut que les institutions prennent en charge l'obligation absolue de la parité. Mais après, il fait une critique justement de la parité comme on a pu le faire ensemble. Une parité réelle et pas caution, une parité où les femmes sont pas juste des femmes mais sont un cerveau et sont légitimes. Donc moi, pour conclure, je vous dirais par la 6ème République, par les municipales, par l'insoumission, c'est l'ère du peuple des femmes. À nous de prendre notre place, toute notre place, sans concession, pour la nouvelle France, parce que quel que soit le problème, la solution est le peuple, et que les femmes soient notre boussole, car nous construirons de belles campagnes municipales, féministes et insoumises. C'est sûr. Est-ce que vous avez peut-être, on a encore 20 minutes, des questions pour nos super intervenantes, voire aussi des revendications, avoir envie de parler de légitimité. Tu fais, Anaïs ? Merci beaucoup. Je vous présente Anaïs, qui est une super collaboratrice de groupe et qui travaille excellemment bien, notamment contre la lutte contre l'extrême droite et pour les femmes. Voilà. Et qui a travaillé à l'organisation de cette conférence, donc on te remercie, Anaïs. Moi, je voulais juste revenir sur le département de la Drôme. Donc, pour vous préciser qu'on a une présidente de département, c'est donc une femme qui a massacré, qui est en train de massacrer le social. À Cray, une petite ville juste à côté Cray, on a une mairesse qui refuse la cantine à 1 € et compagnie. Donc, est-ce que ça suffit de mettre des femmes à des postes clés politiques ? Merci beaucoup pour cette conférence que je suis très heureuse d'avoir pu écouter. Et merci au Livre et Égalité et à Anaïs de l'avoir organisée. Merci pour votre présence. Je pense que cette question-là nous a tous traversés. On a tous conscience que, évidemment, c'est pas simplement en mettant des femmes ou n'importe quelle femme au pouvoir qu'on a des politiques féministes, mais c'est aussi en partant de certains sujets féminins qui nous permettent de porter le féminisme populaire. Et je pense que je voulais le rappeler, c'est comme quand on parle d'écologie populaire, c'est en fait de quel sujet, de quel citoyen, de quel sujet, potentiel sujet politique on va partir pour développer les politiques les plus inclusives possibles, les plus égalitaires possibles. Et je crois que justement les femmes et les villes regorgent de femmes qui sont des femmes en plus sujets politiques qui se mobilisent. Je pense par exemple notamment à la figure des maires, je pense aux maires qui se mobilisent par exemple au sein du Front de Maires ou d'autres associations qui défendent leurs enfants racisés contre les violences policières, contre les discriminations raciales, contre les discriminations institutionnelles qu'elles subissent à l'école, ailleurs. Eh bien, vous avez là des sujets politiques, des femmes qui sont des femmes des quartiers populaires et qui, dans leur combat,
sont à la fois évidemment dans un combat émancipateur, un combat de femmes et féministes, et qui croisent les questions. Vous avez la question aussi des mères isolées, je sais qu'il va y avoir une conférence sur le sujet là-dessus, et donc je pense aussi que et que justement dans ces associations dont on parle qu'il faut soutenir, etc., en fait il y a énormément, et je vous invite à le faire dans vos municipalités, de collectifs qui vont pas forcément, eux, dire on est des collectifs féministes, mais en fait, ce sont des collectifs qui sont portés par des femmes, les femmes des quartiers populaires, les mères isolées, etc., qui sont en fait au croisement de toutes ces inégalités qui sont notamment construites par la ville et dans la ville, et qui en fait mènent des politiques féministes, parce que quand on est une mère isolée, que contrairement aux clichés, on travaille, mais qu'on doit se lever à 5h du matin pour aller à l'autre bout de la ville, parce que c'est comme ça que la ville a été organisée, pour aller faire des ménages, et qu'en même temps on nous dit laisse pas traîner ton fils dehors, et bien en fait on porte quelque chose, on porte une exigence d'égalité, qui est évidemment une exigence du féminisme populaire, et c'est évidemment ces femmes-là aussi qu'on veut voir s'engager en politique, parce que quand elles dirigent des départements et des villes, on sait qu'elles partiront des conditions des plus précaires, et pas qu'elles auront en fait juste revendiqué leur droit à elles être là pour, comme bourgeoises, opprimer des femmes, et notamment des femmes racisées, des femmes des quartiers populaires. Donc je pense qu'il faut toujours l'articuler, et c'est bien fait aussi, ça a été bien dit de toutes parts par nos intervenantes, cette façon de montrer comment toutes les politiques, c'est pas juste un aspect du programme, mais comment toutes les politiques menées, le transport, les dépenses qui sont faites, le sort qui est réservé aux associations, qui en fait sont des politiques qui vont peser sur les femmes. Et je voulais juste évoquer aussi le cas de communes. Nous, les Insoumis, on ne prétend pas être gestionnaire, et ça on l'a dit. On veut aussi des communes qui soient des communes désobéissantes. Et des communes désobéissantes, par exemple, ça se voit sur la question par exemple, des migrations, c'est-à-dire des migrants, des personnes migrantes, c'est refuser en fait certaines des consignes, assumer des responsabilités qui sont normalement pas des responsabilités communales quand vous avez des personnes à la rue, pas les laisser à la rue en disant on a interpellé l'État, bon, on a encore des familles dans la rue, des femmes avec des enfants dans la rue, etc. Et cette désobéissance, elle peut parfois aussi être sur vraiment des questions féministes. Et moi, j'ai rencontré, quand je travaille sur les questions de parentalité, des villes qui se sont battues parce qu'elles avaient, pour leurs agentes, et pour leurs agents, proposer des congés maternité et des congés paternité égaux, par exemple. Donc des congés paternité rallongés ou même des congés rallongés pour les hommes comme pour les femmes. Elles avaient proposé des congés menstruels pour les femmes. Elles avaient mis en place des choses. Et c'est derrière, elles se sont retrouvées, du point de vue droit administratif, en difficulté, parce qu'on leur a dit qu'elles menaient des politiques discriminatoires par rapport aux autres communes du territoire, etc. Et elles ont mené ce combat. Et donc aussi, les communes sont aussi des endroits où on peut porter des sujets qu'on voudra voir émerger nationalement et qui devront se mettre en place au niveau des politiques nationales, mais les communes peuvent déjà en faire l'exemple, et notamment avec leurs agentes. Je dis leurs agentes parce qu'en fait, si vous regardez, alors j'ai pas les chiffres, mais je pense que dans le personnel des agents communaux, en fait, vous avez énormément de femmes fonctionnaires, et donc dans ces politiques-là, c'est aussi une façon de faire advenir ce qu'on veut à l'échelle nationale. Voilà, c'était ces deux exemples, ces deux aspects-là. Bonjour, merci beaucoup pour cette superbe conférence. Deux petits points que je voudrais soulever. Dans la lignée de ce que Sarah vient juste de dire, pour les agentes municipales, il y a également beaucoup de temps partiel, y compris subi. Je pensais notamment aux ATSEM qui sont dans des situations très précaires et où les mairies, parfois, elles sont à temps partiel généralement, donc, puisqu'elles interviennent dans les écoles maternelles, et voir si on peut compléter leur temps pour qu'elles puissent faire des temps pleins, pour qu'à la fin, elles se fassent quand même pas trop avoir sur le salaire, la retraite, etc. Mais ça implique des réflexions complexes avec lesquelles il faut aussi l'adhésion du personnel communal et notamment de ses agentes, et c'est des choses à réfléchir et de réfléchir d'ores et déjà, puisqu'il y a parfois beaucoup d'agences dans ces situations-là. Deuxième élément que je voudrais juste voir avec vous, parce que vous en avez parlé, vous en avez parlé un petit peu, mais je pense qu'il faut vraiment le soulever, c'est les coupes drastiques qui ont été faites dans les budgets des communes par l'État et qui conduisent notamment à cette situation dramatique pour le planning familial. Et là, je voudrais l'articuler par rapport à des choses qui ont déjà été dites. C'est que même si on est très présent pour faire des communes insoumises en 2026, on sera forcément restreint par cette merde de budget. À ce titre, l'insoumission, c'est aussi de pouvoir dire aux gens: là, il faut se mobiliser avec les insoumis, parce qu'en 2027, il faudra aussi se mobiliser avec les insoumis
pour une autre République qui donne vraiment des budgets aux communes. Je pense qu'on ne peut pas vivre 2026 sans se projeter comme ça dans 2027 parce que vraiment, on ne pourra pas accéder à plus d'argent si on n'est pas déjà dans cette optique aussi de politique nationale, malheureusement. Et ça permettra de subventionner tous les acteurs qui le permettent. Je vous remercie. Juste, je suis tout à fait d'accord avec vous. La seule chose, je pense qu'il faut avoir bien conscience que là, on est sur des temps très très courts. Ça veut dire que je pense qu'il y a des temps très courts, il y a les moyens, il y a le long terme. Là, moi, j'alerte sur l'épuisement associatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire un exemple. Hein. Moi, je vous parle d'un budget de 2 millions. C'est le budget de 2 millions, c'est la Confédération, c'est le national. On a eu les décisions budgétaires le 28 juillet. Moi, je n'ai pas pris de vacances. Parce que, alors, au-delà des camions contraceptifs, mais ça, j'en ai pas parlé, c'est bizarre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, si vous voulez, là, on a des associations qui ne savaient pas s'ils allaient... Moi, je ne savais pas si je pouvais payer des salaires au mois de septembre. Et je parle de moi, et nous, on a la chance d'être une confédération. Ça veut dire que on a encore des liens avec les institutionnels et les administrations d'État. Mais moi, j'ai eu des appels pendant tout le mois de juillet d'associations locales qui disaient « Mais Sarah, comment on fait ?» Ça veut dire que là, moi, je ne peux plus payer les salaires. Je ne peux plus payer le loyer. J'ai des CDD. Je ne sais pas si je vais pouvoir les renouveler. Et c'est pas que le planning. Pour moi, c'est hyper important d'avoir une parole de la défense associative. Dans les Pays de Loire, c'est des coupures nettes sur toute la culture, sur toutes les associations. Et comme par hasard, c'est les espaces d'éducation populaire, c'est des espaces de partage, c'est des espaces aussi de renforcement individuel, d'échange, de mobilisation. Et je pense vraiment, c'est pour ça que je parle de projet politique, mais je suis d'accord avec vous, mais moi, je peux vous assurer que l'accélération en 6 mois, elle est forte, et il y a un épuisement associatif qui est toujours combatif, mais qui est quand même assez... Enfin, on ne sait pas si le mois prochain, on pourra faire quelque chose, quoi. Voilà. Non, je voulais juste rebondir sur un débat qu'il y a eu tout à l'heure sur les questions de parité. Et je ne l'ai pas précisé, mais on a du coup dans notre rapport qui parle de la féminisation du pouvoir, c'est vrai qu'on fait un disclaimer, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut... on pense qu'il faut plus de femmes au pouvoir, et voilà, c'est une question de justice, etc. Mais il y a quand même un disclaimer, il faut être une femme, mais aussi féministe. Et comme tu l'as dit, la Drôme, apparemment, c'est une femme, les Pays de la Loire, c'est une femme, et la seule femme qui a eu accès au second tour de la présidentielle, on ne souhaite pas qu'elle soit au pouvoir. Voilà, donc il faut le préciser, là je ne l'ai pas précisé, et je parle à un parti où je pense, je n'ai pas précisé cette question-là, mais voilà, bien évidemment qu'il faut des femmes, mais il faut surtout des féministes au pouvoir, quoi. Des insoumises. Est-ce qu'on peut prendre une... je vois qu'il y a encore des mains. Anaïs, on fait maximum 3 parce qu'il est 23. Et comme ça, je vous laisserai répondre. Moi, je ne vais pas prendre plus de temps. Je prends 30 secondes parce que je veux vous signaler la conférence demain de 10h à 11h30. Bélé, qui est l'espace là-bas, justement sur les mères isolées comme front de lutte pour un féminisme populaire. Et notamment avec la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est Régine Comancoli, qui est une élue militante rennaise des quartiers, qui fait plein de choses sur ces collectifs. Et donc, je vous invite à aller l'écouter. Voilà. Et ça sera ma dernière contribution avant les 3 questions. On vous laissera répondre. Et puis voilà. C'est bon ? Vas-y. Merci beaucoup pour vos interventions. C'est bon, vous m'entendez ? Ouais, ok. Je suis trop contente que vous ayez parlé de la budgétisation sensible au genre parce que j'ai vraiment une question par rapport à ça. Je trouve que c'est un super outil, mais en fait, j'arrive à un truc où je comprends pas. En fait, c'est-à-dire que ce que je me pose comme question, c'est comment est-ce qu'on utilise cet outil sans pour autant renforcer les structures qu'on essaye même de combattre. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous preniez l'idée de l'exemple du sport. En fait, ou même des instruments de musique, j'en sais rien. On va partir du principe que ce sont les garçons qui vont faire du foot, que les filles vont faire de la danse. Et donc, résultat, on va mettre... Enfin, voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc, résultat, je me suis dit à la fin que ça devait s'accompagner de mesures d'éducation. Je pense par exemple au milieu artistique, etc. Sauf que résultat, ça voudrait dire qu'une mairie va commencer à financer des contenus féministes. Donc en fait, on va être une mairie qui va commencer à se dire que nous,
on sait ce que nous c'est. On sait ce que c'est nous le féminisme. Sauf qu'en fait ça c'est pas une approche féministe. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire ou pas. C'est-à-dire que c'est-à-dire que en fait, on va pas commencer à dire aux artistes ou aux musiciens ou aux producteurs de culture ou etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils produisent pour que ce soit féministe ? Parce que ça, c'est pas une approche féministe de la culture, de l'art ou même de la manière de faire du sport, j'en sais rien. Résultat, je me retrouve un peu dans un paradoxe en mode, on a envie de faire de la BSG, quoi, mais résultat, avec en fait le rapport de domination qu'on va essayer qu'on va reproduire, quoi. C'est bon, c'est clair ? Ok, ça va. Bah ouais, mais c'est compliqué comme jeu. Merci, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, je suis élue dans une ville, dans une majorité, dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois. Et je peux vous dire que ça fonctionne. On a 15% des noms de rues et des bâtiments qui sont des noms de femmes. On a des ATSEM, elles sont à 35 heures. On a un budget orienté sur le genre. Par exemple, pour répondre sur la culture, dans nos commandes, on sélectionne des œuvres ou des pièces de théâtre ou des groupes féministes. On ne commande pas, mais on fait la part. On a 40%, par exemple, de notre programmation du théâtre qui est fait par les citoyens. Et bien, sur les 60% qui restent, il y en a à peu près presque 30%. C'est ciblé sur le genre et c'est féministe. Sur le sport, on accompagne les associations sportives pour de la pratique mixte et pour de la pratique féminine. C'est aussi une question d'accompagnement et la façon aussi dont on gère les subventions avec eux. Et ça fonctionne. Et on a une élue, on a une chargée de mission. Et donc, c'est voilà, pour essayer d'avoir un message aussi très positif, c'est que ça fonctionne, ça peut le faire. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple aussi d'avoir des élus qui sont sur des sujets pas féminins, comme diraient certains. Pour preuve, je suis élue à la prévention et à la tranquillité publique. Et ça n'a pas été simple, mais n'empêche que ça fonctionne aussi. Mais voilà. Et par contre, effectivement, je rejoins ma camarade. C'est difficile dans les conditions actuelles de pouvoir tenir toutes ces lignes et d'en faire des priorités. Et on essaye aussi de mobiliser nos citoyennes et nos citoyens à nous accompagner dans les luttes sur les budgets et expliquer nos budgets et dire que arrivé un moment, voilà. Mais on peut faire plein de choses. Bonjour, Romain. J'habite à Gaillac, c'est une ville du Tarn de 15 000 habitants. Alors c'est une mairesse, mais je pense qu'elle fait un malaise vagal quand elle voit l'écriture inclusive. Plus sérieusement, on est en train de travailler, du coup, nous, pour voir des projets structurants féministes à l'échelle de la commune. C'est pas forcément évident, parce que pour les communes de cette taille, il n'y a pas toujours beaucoup d'exemples. Donc je suis assez preneur, si vous en connaissez, d'exemples et puis de financement surtout. Parce que je pense qu'il y a des financements à aller chercher, peut-être au niveau national, régional, qu'on ne connaît pas forcément, nous, en tant que militants. Des fois, il y a des agents ou des agentes qui le connaissent, mais on n'a pas forcément accès à cette information et on est preneur. Pour l'instant, on a pensé à deux choses. C'est une espèce de maison de l'égalité, qui est une espèce de commun où on aurait les associations qui s'occupent des violences, s'occupent des femmes victimes de violences. Le planning aussi est d'avoir une espèce de guichet commun avec de l'hébergement d'urgence, mais à l'endroit où on y va assez naturellement et qui soit très accessible. Alors ça peut paraître bizarre, ça rejoint un peu ce que disait la camarade sur le stéréotype de genre, mais aussi sur la construction de cuisine collective dans les quartiers populaires. Alors ça fait un peu les femmes, la cuisine, mais en fait c'est un fait aussi qui permet de reconstituer un tissu social au travers des maires, notamment des quartiers populaires. On en a rencontré plusieurs et c'est une demande. Donc voilà, on a ces deux pistes-là, mais je suis vraiment preneur de... Est-ce qu'il y a des exemples un peu de projets structurants qui permettent d'incarner un petit peu cette vocation d'égalité qu'on va avoir pour les collectivités. Voilà, merci. Okay. Je propose qu'on vous laisse le micro. Je veux juste répondre à cette question-là, juste
particulièrement parce qu'on a un cas concret. Dans la boîte à outils, vous avez des cas concrets, genre on le fait quand on a des élus insoumis. Le meilleur cas concret, c'est la camarade qui vient de prendre la parole juste avant toi. Et du coup, il n'y a pas mieux que l'expérience des camarades qui sont en place, en lutte et qui... Enfin voilà, faites du réseau et parlez-en. Mais évidemment, il y a la boîte à outils, il y a la fiche Argus qui vont sortir. Et on va avoir à alimenter. Mais du coup, vu qu'il reste pas beaucoup de temps, je vous laisse la parole. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va sortir progressivement et qui donneront du grain à moudre. C'est fini sur les questions, je suis désolée, les 30. Et du coup, je vous laisse la parole. Peut-être le cas concret. Non, je voulais rebondir rapidement sur 3 points. Sur la question des RH dans les villes. Et là-dessus, ça fait partie de nos recommandations parce que les villes sont employeuses. Et en fait, je ne pense pas qu'on puisse se dire être une ville féministe si en son sein même, on n'est pas exemplaire. Et du coup, voilà, c'est un sujet très important d'appliquer l'égalité salariale par les villes, etc. Je pense que là-dessus, c'est aussi un point très important qu'on portera dans nos recommandations. Et c'est vrai, il y a des villes qui ont essayé de mettre en place des congés parentaux équivalents. Je crois que ça, c'est passé. Mais tous les congés menstruels ont été censurés par la justice. Donc voilà, donc ça montre qu'il faut aussi faire un plaidoyer national sur les lois. Et du coup, voilà. Sur la BSG, oui, et la BSG, c'est pour aussi un disclaimer, en fait, c'est un outil, et ça veut dire qu'on se pose les questions. Et moi, j'ai des exemples sur ce que vous disiez, sur la ville de Lyon, où, en fait, ils sont... parce qu'il y a plein de questions qui peuvent se poser aussi sur la BSG, peut-être qu'on pourra en parler après vu que j'ai pas beaucoup de temps, mais ils sont allés par exemple sur le football, ils ont du coup eu une démarche active d'aller essayer de pousser qu'il y ait plus de licenciés filles du football, et aussi voilà, de aussi pas juste dire les filles c'est le foot, les garçons, enfin les filles c'est la danse et les garçons le foot, mais essayer aussi d'avoir plus de mixité au sein des sports. Donc ils ont eu une démarche, je veux dire, active, d'essayer déjà de corriger. Donc en fait la BSG c'est un outil, et après il y a les gens qui en sont responsables et qui doivent aussi après avoir la démarche de correction des inégalités, de réflexion et d'aller plus loin. Et sur le foot, par exemple, la ville de Lyon, ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence faramineuse entre les subventions de la ville, je crois que c'était le foot, à l'Olympique Lyonnais féminin versus masculin, et ils ont rééquilibré en disant on va faire la même chose pour les femmes et pour les hommes, parce qu'il y a une démarche féministe derrière. Mais la BSG, ça peut poser plein d'autres questions, parce que je parlais aussi avec des collectivités qui nous disaient on va pas juste arrêter les subventions au foot des jeunes garçons, parce que parfois on est des quartiers populaires où en fait l'activité des jeunes garçons du foot, c'est aussi un levier de réduction des inégalités sociales. Donc il n'y a pas que la question du genre, mais il y a aussi les questions d'inégalités sociales. Et voilà, essayer de cheminer là-dedans pour essayer d'avoir des politiques les plus, on va dire, justes socialement et féministes. Et le dernier point, que je voulais finir là-dessus, parce que ça a été évoqué et qui est très important pour moi, c'est bien évidemment la question des familles monoparentales et des mamans solo. Et là-dessus, on s'est aussi complètement aligné sur des collectifs existants qui ont un plaidoyer très fort et qui essayent de pousser une proposition de loi sur ces questions. Et là aussi, les villes ont un rôle très fort à jouer, parce que ces familles-là, c'est aujourd'hui, ce qui incarne la pauvreté en France, c'est des femmes seules qui s'occupent de leurs enfants. Et là aussi, les villes peuvent du coup faciliter beaucoup la vie de ces femmes en ayant des accès privilégiés, des droits spécifiques sur les questions d'accès au sport, à la culture, les cantines, etc., les places de crèche. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à l'échelle des villes pour les femmes solo, les mamans solo. Merci. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais juste... Enfin, je voulais juste dire quand même qu'il y a une mise en concurrence des associations actuellement. Et ne soyez pas là-dedans. Ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, les associations, vous connaissez les territoires. Chaque association a son expertise, a son histoire. Les associations travaillent, même si on n'est pas d'accord politiquement sur des choses. Quand il s'agit de trouver des solutions pour des personnes, il y a toujours quand même une grande capacité à se mobiliser collectivement. Mais il y a quelque chose autour de ça. Et il y a un sujet, et je tanne certains parlementaires là-dessus, c'est le contrat d'engagement républicain, qui est une catastrophe. Je vais vous dire un exemple. C'est quand même dans des villes des obligations de signature qui conditionnent des financements. On peut remercier Marlène Schiappa pour cette très bonne idée. Et juste quand même pour vous dire que, par exemple, je vais vous dire, à Chalon-sur-Saône, pour le 8 mars, une association a fait une affiche avec plein de visages de femmes, dont des femmes voilées. Et il y a eu un retrait de ça. Il y a eu une demande de retrait de la mairie et une demande de retrait de financement et de l'affiche et du logo
en disant qu'on ne respectait pas les contrats d'engagement républicain. On a été au tribunal administratif, on a gagné. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est des batailles pour les associations et c'est des choses qu'il faut absolument dénoncer. Et je suis obligée de le dire parce que sinon mon équipe va me... N'hésitez pas à signer la pétition pour soutenir le planning familial et n'hésitez pas à donner au planning familial. Voilà. C'est bon ? Bon, merci à tous et toutes surtout d'avoir participé à cette conférence. Et du coup, rendez-vous sur la suite du parcours demain à 10h sur la conférence que je vous ai signalée, mais surtout dans toutes nos luttes. Et puis sur toutes les sorties que la France Insoumise va faire avec le contenu programmatique pour préparer ces municipales. Merci à vous deux de votre présence et vos éclairages.